Il y a des moments qui divisent une vie en deux, un avant et un après. Pour Louise, ce fut un murmure lâche lors de son propre repas de mariage, suivi par l'abandon cruel de son mari sous une pluie battante. Trahie et humiliée devant tous les invités, elle a pourtant refusé de plier le genou. Elle a choisi de se taire et de tout planifier en silence. Lorsqu'elle pousse le lendemain la porte de l'agence Vano, sa rencontre avec Antoine va absolument tout faire basculer. Ceci est l'histoire d'une trahison devenue libération, d'une femme brisée qui s'est reconstruite pierre, par pur courage. Cette histoire est une œuvre de fiction. Tous les personnages sont imaginaires. Le cristal des coupes tintait comme des clochettes fragiles dans les jardins suspendus du domaine de la Corniche. Louise ajusta sa robe en satin bleu nuit, celle qui épousait sa silhouette avec une élégance discrète, et sentit la brise tiède de juin caresser sa peau comme une vaine promesse. Autour d'elle, 150 personnes riaient, trinquaient, célébraient le mariage de la sœur de Thomas. L'air vibrait de champagne, de notes de jazz et du parfum entêtant des pivoines blanches disposées sur les nappes immaculées. C'était le décor parfait du bonheur, une illusion de papier glacé. Elle ne savait pas encore que dans exactement 7 minutes, son mariage de 4 ans se consumerait dans le secret d'un bosquet. « Tu es ravissante ce soir », lui glissa sa belle-mère en passant, un sourire de façade aux lèvres, avant de s'éloigner vers le buffet de fruits de mer. Louise hocha la tête machinalement, murmurant un remerciement poli qui resta suspendu dans le vide. Si seulement son propre mari partageait cet avis. Ces derniers mois, Thomas la regardait comme on regarde un paysage familier par la fenêtre d'un train de banlieue. Présent, mais invisible. Acquis, mais sans le moindre relief. Utile, mais dépourvu d'intérêt. Pourtant, ce soir, Louise avait voulu y croire. Elle avait choisi cette robe fluide qui mettait en valeur la courbe de ses hanches, passé des heures à discipliner ses longs cheveux noirs pour qu'ils tombent en cascades soyeuses et appliqué un trait d'eyeliner précis pour figer l'intensité de son regard. Elle avait mis ses escarpins les plus hauts, ceux qui lui sciaient les chevilles, mais lui donnaient une démarche impériale. Elle espérait bêtement rallumer une étincelle, briser cette routine glaciale qui s'était installée entre eux, faite de silences polis, de conversations sur les factures et de baisers esquivés sur le pas de la porte. Cet espoir têtu qui, parfois, ressemble à une malédiction. Il y avait eu ces indices, bien sûr. Ces signes invisibles qu'elle avait choisi d'enterrer sous le tapis de son dévouement. Ce soir d'avril où Thomas était rentré à 2 heures du matin, le teint échauffé, prétextant une réunion de crise avec des investisseurs, alors que son parfum habituel était masqué par une odeur de tabac mentholé qu'il ne fumait jamais. Il y avait eu ce carnet de chèques posé sur la console de l'entrée, avec ce talon indiquant un virement mystérieux de 2000 € à un destinataire inconnu. Et puis ces « je t'aime » lancés à la volée, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, prononcés avec la monotonie mécanique d'un automate. Mais ce soir, au milieu de la haute société et des lumières dorées, Louise s'était dit que tout cela n'était que de la paranoïa. La musique baissa d'un cran pour annoncer le début des photos de groupe sur le grand escalier. Louise chercha Thomas du regard dans cette mer de costumes sombres et de robes pastel. Ne le trouvant pas près de la piste de danse ni autour du bar extérieur, elle s'éloigna du cocktail. Elle contourna les grands hortensias violets pour le chercher en retrait, là où l'ombre des grands chênes centenaires offrait un peu de fraîcheur et d'intimité. C'est là, près de la fontaine en pierre moussue, que le murmure de l'eau fut couvert par une voix familière. Elle reconnut immédiatement le timbre grave de Thomas. Il parlait à Marc, son meilleur ami, son confident de toujours, celui qui connaissait tous ses secrets crasseux. Louise s'apprêtait à s'avancer, un sourire tendre déjà dessiné sur les lèvres, prête à lui prendre le bras, quand les mots coupèrent net le fil de son élan. Les mots de Thomas, lourds d'alcool, de lâcheté et d'un mépris non dissimulé qui lui glaça le sang. « Chloé me manque, Marc. »« C'est physique, c'est viscéral », murmurait son mari, les yeux rivés sur le fond de son verre de scotch qu'il faisait tourner lentement. « Si c'était à refaire, je choisirais quand même mon ex à sa place. Louise est une femme bien, gentille, stable. Elle fait une épouse parfaite pour les dîners de famille, mais elle n'a pas ce feu. J'ai fait le choix de la raison, du confort bourgeois. Et aujourd'hui, je m'ennuie à mourir. Je donnerais n'importe quoi pour revivre une seule nuit avec Chloé. » Le monde se déroba sous ses pieds. L'air se raréfia dans ses poumons. 9 mots, 36 lettres. Une exécution publique en tête-à-tête.
Le cœur de Louise cogna si violemment contre sa poitrine qu'elle crut que le tissu de sa robe allait se déchirer. Une vague de nausée brûlante lui souleva l'estomac, tandis que ses ongles vernis s'enfonçaient dans la paume de ses mains jusqu'à la douleur. Elle vit Marc secouer la tête, visiblement mal à l'aise, jetant un coup d'œil circulaire nerveux avant de répondre à voix basse. « Mec, tu as trop bu, tais-toi. Louise est là ce soir, elle s'est pliée en 4 pour ta famille. Ne gâche pas tout pour des fantômes. » Une femme brisée aurait fondu en larmes, laissant le mascara couler sur ses joues. Une victime passive aurait fui le domaine en courant, abandonnant ses chaussures dans la pelouse pour aller pleurer seule dans l'obscurité de sa voiture. Une femme faible aurait jailli du bosquet, provoquant une scène de ménage stérile et hystérique, criant sa détresse au milieu des invités pour mendier une explication ou des excuses hypocrites. Louise ne fit rien de tout cela. Elle ferma les yeux pendant une seconde, une seule, pour avaler la lame qui venait de lui traverser le cœur. Elle visualisa la douleur, la compressa et la repoussa au fond d'elle-même. Quand elle rouvrit les yeux, le voile de l'illusion était définitivement déchiré. La tristesse et le désespoir furent instantanément balayés par une rage noire, glaciale, chirurgicale. Une force sauvage, primitive, qu'elle ne se connaissait pas, venait de se réveiller sous sa peau de porcelaine. Elle réalisa que son mariage n'était qu'une cage dorée où elle s'était oubliée. Elle ne serait pas la victime de cette histoire. Elle ne serait pas la femme trompée que l'on plaint à voix basse derrière son dos. Louise lissa le satin bleu de sa robe d'un geste d'une lenteur calculée. Elle redressa ses épaules, leva le menton et dessina sur ses lèvres le plus parfait, le plus terrifiant des sourires. Ce silence n'était pas de la lâcheté, c'était de la stratégie. C'était l'armure qu'elle enfilait avant d'entrer dans l'arène. Elle fit demi-tour sans faire un bruit sur l'herbe et marcha d'un pas ferme vers le grand chapiteau illuminé où le dîner allait commencer. Ses yeux n'étaient de plus ceux d'une épouse amoureuse. Ils étaient transformés en acier poli. Thomas voulait du feu? Elle allait lui offrir un incendie qu'il n'oublierait jamais. Le grand chapiteau blanc brillait de 1000 feux sous le ciel étoilé de juin. À l'intérieur, les tables rondes croulaient sous le poids de l'argenterie, des verres en cristal de bohême et des bougies de cire fine dont la lueur dorée dansait sur les visages des invités. L'ambiance était à l'euphorie, au soulagement des verres qui se vident et des langues qui se délient. Au centre de la table d'honneur, Thomas s'assit à côté de Louise. D'un geste machinal, presque théâtral pour les regards extérieurs, il posa une main hypocrite sur son genou, tandis qu'il riait aux éclats à une plaisanterie de son oncle. Il sentait le scotch à plein nez, ce parfum de lâcheté qui flottait désormais autour de lui comme un avertissement. Louise ne tressaillit pas, elle ne repoussa pas sa main. Elle restait droite, d'un calme impérial, le regard fixé sur son assiette de porcelaine. Elle le regardait exister, parler et feindre la complicité avec le détachement glacial d'un chirurgien observant une tumeur à retirer. À 2 chaises de là, Marc ne dessoulait pas. Le meilleur ami de Thomas, d'ordinaire si bruyant, affichait un visage sombre, presque livide. Rongé par le malaise de la confidence abjecte que Thomas lui avait faite dans le jardin, ou peut-être guidé par un ressentiment plus ancien, accumulé face à l'arrogance permanente de son ami, il vidait son verre de Bourgogne après chaque plat. Il ne regardait personne, ses yeux rivés sur l'écran de son propre téléphone qui vibrait régulièrement. Thomas, trop occupé à monopoliser l'attention et à briller devant sa famille, ne remarquait absolument rien. Il était l'acteur principal de sa propre pièce de théâtre, aveugle au décor qui s'effondrait autour de lui. À plusieurs reprises, Louise vit son mari glisser sa main sous la table, ses doigts tapotant nerveusement sur l'écran de son téléphone avec un sourire en coin. Il envoyait des messages en cachette, ici même, au mariage de sa propre sœur, à quelques centimètres de l'épouse qu'il venait de condamner dans l'ombre. La rumeur des conversations s'atténua soudainement lorsque les cuivres de l'orchestre se turent. Le moment des discours traditionnels était arrivé. Le père de la mariée prit le micro le premier, déclenchant des larmes prêtes à couler et des applaudissements nourris. Puis ce fut au tour des témoins. Contre toute attente, Marc se leva brusquement, manquant de renverser son verre à moitié plein. Sa chaise racla le parquet de la piste de danse dans un grincement strident qui fit se tourner quelques têtes. Le micro à la main, les yeux injectés de sang mais fixés sur Thomas avec une intensité presque sauvage, il monta sur la petite estrade en titubant légèrement. Les invités sourirent, s'attendant à une énième anecdote de jeunesse, à un souvenir drôle et embarrassant entre 2 frères d'armes.
Messieurs, dames, bonsoir, commença Marc, la voix lourde, rendue métallique par les haut-parleurs de la salle. Thomas adore donner des leçons de vie. Il adore faire croire à tout le monde que sa vie est parfaite, que ses choix sont des modèles de réussite. Mais ce soir, l'alcool me rend honnête, et j'ai envie de vous faire partager de la grande poésie. Les mots en direct du mari de l'année. Thomas fronça les sourcils, un sourire figé, presque douloureux, se dessinant sur ses lèvres. Il pensa sans doute à une blague de mauvais goût. Louise, elle, posa lentement ses couverts. Ses mains ne tremblaient pas. Elle leva les yeux vers Marc, prête à regarder l'allumette embraser la poudrière. Marc sortit son téléphone de la poche intérieure de sa veste. L'écran projeta une lueur blafarde sur son visage décomposé. « Voici le message que notre cher Thomas vient de m'envoyer sous cette table, il y a exactement 4 minutes. Je vous lis ces mots exacts. Je regarde Louise dans sa robe bleue. Elle est d'un ennui mortel. Si je pouvais m'enfuir avec Chloé ce soir, je le ferais sans hésiter. Vivement que ce mariage de merde se termine, que je retrouve ma vraie liberté. » Le temps s'arrêta, une seconde qui dura une éternité. Un silence de mort, lourd, épais, étouffant, s'abattit sur le chapiteau. Le tintement d'une fourchette tombant sur une assiette résonna comme un coup de canon. Les sourires s'effacèrent instantanément des visages. 150 paires d'yeux se tournèrent d'abord vers Marc, incrédule, puis, dans un mouvement d'une synchronisation terrifiante, plongèrent sur la table d'honneur, sur Thomas et sur Louise. Le visage de Thomas se vira au gris, se décomposant sous le poids de la honte publique. La panique pure dilata ses pupilles. Ses lèvres tremblèrent, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'illusion d'optique venait d'exploser. Le masque du gendre idéal venait d'être arraché devant sa propre mère, ses collègues, ses amis. Au milieu de ce désastre, Louise se leva. Le mouvement de sa robe en satin bleu nuit fut d'une fluidité parfaite. Elle n'avait pas les yeux humides d'une femme humiliée. Elle affichait une dignité spectaculaire, une stature de reine qui pétrifia l'assistance. Elle contourna lentement la table, s'arrêtant juste devant Thomas qui la regardait d'en bas, les yeux écarquillés par l'effroi. Sans un mot, sans un cri, Louise saisit son verre de vin rouge plein jusqu'au bord. D'un geste sec, précis, implacable, elle lui jeta le liquide sombre en plein visage. Le vin coula le long de ses joues, tachant sa chemise blanche impeccable d'une traînée couleur de sang. Un hoquet de surprise collective traversa la salle. Thomas, brisé par l'humiliation qu'il avait lui-même semée, cacha son visage dans ses mains et, devant tout le monde, s'effondra en larmes. Des larmes de lâcheté, de peur pour sa réputation détruite, pas pour le cœur qu'il avait brisé. Louise ne lui accorda pas un second regard. Elle fit demi-tour, le menton haut, et commença à marcher. Ses talons claquaient sur le parquet. Clic, clic, clic. Chaque pas scandait sa libération. Elle traversa la foule des invités immobiles et silencieux qui s'écartaient devant elle comme devant une tempête. Elle franchit les portes du chapiteau seule, la tête haute, laissant son mari pleurer sur ses propres ruines. La vengeance venait de commencer, et elle n'avait pas l'intention de s'arrêter là. La nuit avait été un désert d'asphalte et de néons froids. Louise avait roulé sans but, les mains crispées sur le volant de sa voiture, jusqu'à ce que l'aube blafarde de l'aube ne vienne découper les silhouettes des immeubles parisiens. Elle n'avait pas dormi une seule seconde, mais la fatigue n'avait aucune prise sur elle. C'était la colère qui lui servait de carburant, un feu sombre et régulier qui brûlait au centre de sa poitrine, remplaçant le vide laissé par la trahison. À 7 heures du matin, alors qu'elle s'arrêtait devant un café pour essayer d'avaler un expresso noir, son téléphone vibra dans sa main. Un message de sa banque. Un message automatique, froid, impersonnel. Alerte. Vos plafonds de dépenses ont été modifiés. Votre carte bancaire est temporairement suspendue. Louise fixa l'écran, un rire amer mourant dans sa gorge. Thomas. Il n'avait pas attendu 24 heures pour frapper là où ça faisait mal. Il avait immédiatement bloqué leur compte joint et révoqué les procurations sur ses cartes de crédit. Quelques minutes plus tard, un SMS de son mari s'afficha, dépouillé de toute l'alarme de la veille. « Tu as voulu faire ton spectacle devant ma famille ? Tu as détruit ma réputation. Maintenant, assume. Tu as jusqu'à ce soir pour vider tes affaires de l'appartement. Je ne te laisserai pas un centime. » 4 ans de vie commune, 4 ans de concessions, de projets partagés, balayés par la mesquinerie d'un homme acculé. Une femme passive se serait effondrée sur le volant, terrassée par la panique financière et l'urgence de se retrouver à la rue.
Louise, elle, serra les dents si fort que sa mâchoire ondoula. Il voulait la couper les vivres pour la forcer à ramper, pour la pousser à supplier son pardon. Il avait sous-estimé la femme qu'il venait de libérer de sa cage. Elle passa l'après-midi à faire des cartons sous le silence oppressant de leur grand appartement du 17e arrondissement. Elle ne prit que le strict minimum, ses vêtements, ses documents administratifs et quelques livres. Elle laissa les meubles, les souvenirs, les photos de mariage encadrées d'or. Tout cela appartenait au passé, à une Louise qui venait de mourir la veille dans les jardins de la Corniche. Elle chargea sa voiture avec ses 3 valises, laissant les clés sur la console de l'entrée, à côté d'un mot de 3 mots. « À bientôt, Thomas ». À 16 heures, installée dans le hall d'un hôtel bon marché de la périphérie, où elle avait loué une chambre pour une semaine avec ses dernières économies personnelles, Louise ouvrit son ordinateur. Elle avait un diplôme de gestion de projet de prestige et une solide expérience qu'elle avait mise entre parenthèses pour soutenir la carrière de Thomas. Il était temps de réactiver son propre réseau. Parmi les offres, une seule retint son attention. Un poste de directrice de projet senior au sein de l'agence Vano, l'une des firmes d'immobilier de luxe les plus sélectives de la capitale. Le salaire était à la hauteur du défi, et le défi était immense. Elle postula en ligne, joignant son CV d'acier. Le miracle n'attendit pas. 2 heures plus tard, le secrétariat de l'agence l'appelait. Une place s'était libérée suite à un désistement de dernière minute pour les entretiens du lendemain matin. Le lendemain, à 9 heures précises, Louise franchissait les portes de verre de l'agence, située face à la Seine. Elle portait un tailleur pantalon noir parfaitement ajusté, ses cheveux attachés en un chignon strict, le visage pâle mais rehaussé par ce même rouge à lèvres rouge sang. Elle n'avait plus d'argent, plus de maison, plus de mari, mais elle avait sa dignité. Et sa dignité valait de l'or. Elle fut introduite dans un bureau panoramique aux parois de verre, surplombant le fleuve. Derrière un immense bureau de chêne sombre se tenait un homme, Antoine, 38 ans. Des épaules larges qui imposèrent le respect, des cheveux poivre et sel coupés courts, et des yeux gris, profonds, d'une lucidité déconcertante qui semblait lire à travers les âmes. Il ne souriait pas. Sa réputation de patron impitoyable et brillant le précédait dans tout Paris. « Installez-vous, madame », dit-il d'une voix grave, calme, qui résonna dans la pièce. Antoine prit son CV, le parcourut en silence pendant 2 longues minutes qui auraient fait transpirer n'importe quel candidat. Louise restait immobile, les mains posées sur ses genoux, le regard planté dans le sien, refusant de baisser les yeux. « Votre parcours est impressionnant », commença Antoine en posant la feuille de papier. « Mais je vois un trou de 2 ans dans vos dernières activités, et pour être tout à fait honnête, le marché de l'immobilier de luxe n'attend pas ceux qui s'arrêtent. Pourquoi devrais-je vous choisir, vous, plutôt qu'un profil plus stable ?» Louise aurait pu inventer une excuse managériale. Elle choisit la vérité brute, celle qui frappe les esprits. « Ces 2 dernières années, j'ai commis l'erreur de faire de la vie d'un autre ma priorité, » répondit-elle d'une voix d'une stabilité absolue. « Il y a 48 heures, j'ai tout perdu. Mon mariage, mon toit et mes ressources financières ont été bloqués par un homme qui espère me voir ramper. Je n'ai plus rien, monsieur, sauf mes compétences, ma rage de réussir et le fait que je n'ai plus le droit à l'erreur. Je travaillerai 2 fois plus que vos autres candidats, parce que pour moi ce poste n'est pas une ligne sur un CV, c'est ma survie et ma liberté. » Un silence de plomb s'installa dans le bureau. Antoine la fixa, ses yeux gris se plissant légèrement. Pendant 5 secondes, Louise pensa qu'elle était allée trop loin, qu'il allait la faire raccompagner pour manque de professionnalisme. Puis, pour la première fois, une lueur d'intérêt presque sauvage traversa le regard d'Antoine. Un infime sourire détendit le coin de ses lèvres. « Vous avez du cran, Louise, » dit-il en fermant son dossier. « Et j'ai horreur des gens tièdes. Le projet de la Villa Montmorency est au point mort depuis des semaines. Les clients sont des aristocrates arrogants que personne n'arrive à gérer. Je vous donne 3 mois. Un contrat de test. Si vous débloquez la vente, le poste définitif est à vous. Si vous échouez, vous connaissez la sortie. » Louise se leva, tendant une main ferme. « Je n'échouerai pas. » En serrant la main d'Antoine, elle sentit une poigne sûre, masculine, qui n'avait rien de la mollesse de celle de Thomas. Une nouvelle page venait de se tourner, et le combat ne faisait que commencer. Le studio que Louise avait loué en urgence à la périphérie de Paris sentait la peinture fraîche et le renfermait. 12 mètres carrés sous les toits,
Un lit, une place coincée contre un radiateur en fonte qui cliquetait la nuit, et une petite fenêtre qui donnait sur un alignement de cheminées en zinc. C'était tout ce qu'elle avait pu s'offrir avec l'avance sur salaire qu'Antoine lui avait accordé. Le contraste avec son ancien appartement du 17e arrondissement était violent, presque absurde. Mais en posant sa dernière valise sur le sol en linoléum jauni, Louise ne ressentit aucune tristesse. Ce lieu était exigu, froid, mais il était à elle. Il était le premier jalon de sa reconstruction. Les 3 semaines qui suivirent furent un tourbillon d'un réalisme brutal. Louise ne comptait plus ses heures. Elle arrivait à l'agence Vanneau à 7 heures du matin, alors que les bureaux étaient encore plongés dans la pénombre, et n'en repartaient qu'à la nuit tombée. Le projet de la villa Montmorency était un champ de mines. Les acheteurs, un couple d'aristocrates vieillissants et pointilleux, refusaient de signer à moins d'obtenir des garanties architecturales impossibles. Louise passa ses journées à éplucher les plans, à harceler les entrepreneurs et à réécrire les contrats, s'imposant par sa rigueur et son calme olympien. Parallèlement à ce marathon professionnel, le harcèlement de Thomas battait son plein. Ses messages saturaient le téléphone de Louise, changeant de visage au fil des heures, avec une instabilité pathologique. Le matin, c'étaient des insultes, des menaces de poursuites judiciaires pour l'abandon du domicile. Le soir, après plusieurs verres, c'étaient des supplications larmoyantes, des appels manqués à 2 heures du matin où il pleurait dans le combiné, jurant qu'il avait fait une erreur, que Chloé n'était qu'un fantôme du passé et que Louise était la seule femme de sa vie. Louise ne répondait jamais. Elle bloquait les numéros les uns après les autres, archivant les preuves pour son avocat d'une main de fer. Elle n'avait plus de temps à perdre avec les larmes d'un lâche. Antoine, quant à lui, observait sa nouvelle recrue en silence. Toujours distant, toujours impitoyable sur la qualité du travail, il arrivait pourtant que son regard gris s'attarde sur elle lorsque, tard le soir, elle restait seule dans l'open space désert. Il remarquait tout. La tasse de café vide depuis des heures, les cernes dissimulées sous son maquillage impeccable, et cette tension constante qui rigidifiait ses épaules. Un mardi soir, vers 22 heures, un violent orage éclata sur Paris. Des torrents de pluie s'abattirent contre les parois de verre de l'agence. Louise, les yeux rougis par l'écran de son ordinateur, s'apprêtait enfin à fermer son dossier lorsque la silhouette massive d'Antoine apparut à l'entrée de son bureau, sa veste de costume sombre sur le bras. « Vous allez finir par y passer vos nuits, Louise », dit-il de sa voix grave, qui brisa le silence de la pièce. L'agence ferme. « Je vous raccompagne !» Louise s'apprêtait à refuser par pure fierté, mais un coup de tonnerre retentit, et elle réalisa qu'avec ses escarpins et ses valises de documents, le trajet en métro jusqu'à sa lointaine banlieue serait un calvaire. Elle hocha la tête, rangea ses affaires et le suivit jusqu'au parking souterrain. L'habitacle de la berline noire d'Antoine sentait le cuir et le bois de cèdre. Le bruit des essuie-glaces rythmait leur avancée dans les rues inondées de la capitale. Un silence confortable s'installa d'abord, avant qu'Antoine ne brise la glace, le regard fixé sur la route. « Je connais ce regard, vous savez » commença-t-il, le ton plus bas, dépouillé de son autorité de patron. Ce regard de ceux qui pensent que s'ils s'arrêtent de travailler une seule seconde, le monde va s'écrouler autour d'eux. Louise tourna la tête vers lui, surprise par cette remarque. « Je n'ai pas le choix, monsieur. Je dois faire mes preuves. Antoine, s'il vous plaît. » « Hors de l'agence, » l'interrompit-il doucement. Il marqua une pause, ses mains serrant le volant. Il y a 5 ans, mon associé de l'époque, un homme que je considérais comme un frère, a détourné la moitié des actifs de la boîte et m'a laissé porter le chapeau. J'ai passé des mois à me battre contre les banques, à dormir 4 heures par nuit dans mon bureau pour ne pas couler. Ma femme est tombée malade à cette même période, et je n'ai pas su voir sa détresse à temps. Elle est partie. J'ai tout reconstruit tout seul, mais le prix à payer a été lourd. C'était la première fois qu'Antoine montrait une faille, une vulnérabilité brute qui contrastait avec son image d'homme d'acier. Louise l'écouta, touchée par cette confession inattendue. Dans la pénombre de la voiture, elle vit les lignes dures de son visage s'adoucir. « Je vois cette même rage en vous, Louise », continua-t-il, en garant la voiture au bas de son immeuble modeste. « C'est une force incroyable. Mais n'oubliez pas de respirer. Vous n'avez plus rien à prouver à cet imbécile qui vous servait de mari. Votre valeur est déjà là. » Louise le regarda, les yeux dans les yeux. Pour la première fois depuis des semaines,
Elle ne ressentit pas le besoin de se défendre ou de dresser une barrière. Une connexion authentique, un respect mutuel profond venait de naître entre ces deux survivants. « Merci, Antoine », murmura-t-elle, avant de descendre sous la pluie. En montant les escaliers vers son petit studio, son cœur lui sembla un peu moins lourd. Elle n'était plus seule dans la tempête. Le mois de juillet apporta une chaleur lourde qui écrasait les rues de Paris, mais au sein de l'agence Vanneau, l'atmosphère était devenue électrique. Louise touchait au but. Après des semaines de négociations acharnées, de nuits blanches passées sur des clauses juridiques complexes, elle avait enfin réussi l'impossible. Le couple d'aristocrates de la villa Montmorency avait accepté de signer le compromis de vente. Une transaction à 7 millions d'euros qui allait asseoir définitivement sa réputation et lui garantir son poste fixe. Mais Thomas ne l'entendait pas ainsi. Sa propre vie professionnelle s'effondrait depuis le scandale du mariage. La rumeur de sa lâcheté avait fait le tour de ses cercles professionnels. Rongé par l'aigreur, le ressentiment et une jalousie maladive en découvrant par des connaissances communes que Louise remontait la pente à une vitesse fulgurante, il décida de porter le coup de grâce. Il voulait la voir détruite, à genoux, dépendante de lui. Le jour de la signature officielle, alors que Louise s'installait dans la grande salle de réunion de l'agence avec les acheteurs et le notaire, la porte s'ouvrit brusquement. Thomas fit irruption dans la pièce. Il portait un costume froissé, le regard fiévreux de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, il s'avança vers la table, un sourire sardonique aux lèvres. « Madame, monsieur ?» lança-t-il au client en ignorant superbement sa femme. « Je me dois de vous mettre en garde. Vous vous apprêtez à confier vos millions à une femme profondément instable. Louise Mercier est ma femme, et elle traverse une crise psychologique grave depuis que j'ai demandé le divorce. Elle a déserté notre domicile, vole des documents et utilise cette agence comme une thérapie pour masquer sa dérive. Son travail sur ce dossier est biaisé. Regardez-la, elle est au bord du gouffre. » Un silence horrifié figea la pièce. Les clients, outrés et soudain méfiants, échangèrent des regards inquiets. Le doute venait de s'insinuer. Le sabotage était parfait. Une femme passive aurait fondu en larmes, fuyant la pièce sous le poids de la honte. Louise, elle, sentit une vague de froid polaire envahir ses veines. Ses mains, posées à plat sur la table de chêne, ne tremblèrent pas d'un millimètre. Elle fixa Thomas, ses yeux noirs plantés dans les siens avec un mépris si tranchant qu'il le fit scier. C'est alors que la silhouette massive d'Antoine apparut dans l'encadrement de la porte. Il entra d'un pas lent, lourd, dégageant une autorité si écrasante que l'air sembla se raréfier. Il ne regarda même pas Thomas. Il s'adressa directement au client d'une voix calme, posée, mais d'une fermeté absolue. « Veuillez m'excuser pour cette intrusion grotesque, cher monsieur, chère madame, » dit-il en posant un dossier rigide sur la table. « Voici les audits financiers de la villa Montmorency, validés ce matin par la Chambre des notaires de Paris. Chaque ligne, chaque clause a été rédigée par le membre le plus brillant et le plus intègre de mon équipe, Louise. Le professionnalisme de cette femme est impeccable, contrairement aux affirmations de cet individu qui est actuellement sous le coup d'une plainte pour harcèlement et violation de secret bancaire. » Thomas blêmit instantanément. Antoine se tourna enfin vers lui, ses yeux gris comme de l'acier poli réduisant le lâche à néant. « Quant à vous, monsieur, vous venez de commettre une violation de propriété privée et une tentative de diffamation commerciale. La sécurité est en bas. Si vous ne quittez pas ces locaux dans les 10 secondes, vous sortirez entre 2 policiers, et croyez-moi, j'y veillerai personnellement. » 2 agents de sécurité massifs firent irruption derrière Thomas, lui saisissant fermement les bras. Devant les clients, devant le notaire, devant Louise immobile et impériale, Thomas fut traîné vers la sortie comme un malpropre, balbutiant des insultes qui moururent dans le couloir. Le client, impressionné par le sang-froid de Louise et l'intervention d'Antoine, reprit son stylo. « Eh bien, quel dommage pour lui. Où devons-nous signer, Louise ?» Le contrat fut signé. La vente était scellée. En regardant la traînée de pas de Thomas s'effacer sur le marbre du couloir, Louise sut que la roue venait définitivement de tourner. Elle n'était plus la femme qu'on humilie. Elle était celle qui gagne. La signature du contrat de la villa Montmorency fut célébrée à la hauteur de l'exploit. Le soir même, Antoine invita Louise à dîner au Ciel de Paris, un restaurant gastronomique niché au sommet de la tour Montparnasse. À travers les immenses baies vitrées, la capitale s'étendait à leurs pieds, immense tapis de lumière dorée et de monuments éternels.
L'atmosphère feutrée, le clapotis discret du champagne dans les flûtes et les notes légères d'un piano créaient un contraste saisissant avec la violence de la scène de l'après-midi. Louise portait une robe tailleur d'un vert sapin profond, son visage affichant une sérénité nouvelle. En face d'elle, Antoine avait troqué son armure de patron inflexible pour une attitude plus détendue, le regard gris fixé sur elle avec une intensité qui la fit secrètement frissonner. Ce dîner n'avait plus rien d'un rendez-vous d'affaires. La frontière professionnelle, si soigneusement entretenue pendant des semaines, était en train de s'étioler comme un écran de fumée. « Vous avez été magistrale aujourd'hui, Louise », commença Antoine en levant son verre. « La plupart des gens auraient la paire du pied face à une telle agression. Vous n'avez pas scié. Vous avez l'étoffe des plus grands. » « Je n'avais pas le choix, » répondit-elle avec un sourire modeste. « L'échec n'est pas une option pour moi. Mais je sais ce que je vous dois, Antoine. Votre intervention a été décisive. Merci de m'avoir protégé. Je n'ai fait que rétablir la justice, » rétorqua-t-il d'une voix plus basse, plus grave. Il posa son verre et s'avança légèrement au-dessus de la table. « Pour être tout à fait honnête, cela fait bien longtemps que mon intérêt pour vous dépasse le simple cadre de l'agence. Depuis ce fameux matin où vous êtes entré dans mon bureau avec vos 3 valises et cette rage de vivre dans les yeux, je n'ai cessé de penser à vous. J'ai respecté votre silence et votre besoin de vous reconstruire. Mais ce soir, je ne peux plus feindre l'indifférence. » Les battements du cœur de Louise s'accélérèrent. Les mots d'Antoine résonnaient en elle avec une douceur presque douloureuse. Après le repas, alors qu'il marchait sur la terrasse privative extérieure pour admirer la vue de la tour Eiffel scintillante sous le ciel de minuit, Antoine se rapprocha. La brise fraîche faisait voler quelques mèches de ses cheveux noirs. Sans un mot, il leva une main hésitante mais ferme pour caresser sa joue avant de se pencher vers elle. Le baiser fut intense, profond, chargé de toute la tension accumulée au fil des nuits de travail et des épreuves partagées. Il sentait le cèdre, le luxe et une promesse de sécurité que Louise n'avait jamais connue avec Thomas. Pendant quelques secondes, elle s'abandonna totalement à cette étreinte, savourant la chaleur de ses mains sur sa taille. Antoine l'embrassait comme si elle était une femme précieuse, forte, une égale. Puis, une alarme invisible se déclencha dans l'esprit de Louise. Le souvenir du mariage, des murmures de Thomas dans le jardin, de cette dépendance affective qui l'avait autrefois menée à sa perte, remonta à la surface comme un poison. Une panique soudaine s'empara d'elle. Elle ne pouvait pas, elle ne devait pas se jeter dans les bras d'un autre homme alors qu'elle pensait encore ses blessures. Elle refusa d'être la femme qui se laisse sauver. Doucement, mais avec une fermeté implacable, Louise posa ses mains sur le torse d'Antoine et recula d'un pas, rompant le baiser. Ses yeux noirs plantés dans son regard gris d'acier, elle reprit son souffle. « Antoine, je ne peux pas, » murmura-t-elle, la voix légèrement tremblante mais assurée. « Ce que je ressens pour vous est réel, et ce baiser était magnifique, mais je me suis promis de ne plus jamais dépendre de personne. Je viens à peine de retrouver mon indépendance, de louer mon propre espace, de rebâtir ma carrière. Si je plonge maintenant dans une relation, j'ai peur de me perdre à nouveau. J'ai besoin de stabiliser ma vie par moi-même avant d'ouvrir mon cœur. » Antoine la regardait en silence, l'expression indéchiffrable. Louise craignait un instant d'avoir ruiné leur complicité ou froissé son ego de grand patron. Mais le visage d'Antoine s'adoucit, et un sourire empreint d'une profonde admiration étira ses lèvres. Il prit délicatement sa main et y déposa un baiser respectueux. « C'est exactement pour cette force de caractère que je vous aime, Louise, » dit-il doucement. « Je ne suis pas Thomas. Je n'ai pas besoin d'une femme soumise pour me sentir fort. Je saurai attendre le temps qu'il faudra. Prenez soin de vous, le reste viendra. » Ce soir-là, Louise comprit qu'elle venait de franchir un cap immense. Elle avait eu le courage de dire non à l'amour par respect pour sa propre reconstruction. Elle était maîtresse de son temps, de son corps et de ses choix. Le mois d'août s'ouvrit sur une nouvelle épreuve, prouvant que la lâcheté de Thomas n'avait décidément pas de limite. Alors que Louise pensait enfin avoir trouvé un semblant de paix et de stabilité grâce à ses premiers succès à l'agence Vanneau, un huissier de justice frappa à la porte de son petit studio un samedi matin. Le document qu'il lui remit à main propre était une assignation en justice d'une violence inouïe. Thomas, acculé par des dettes personnelles massives contractées pour maintenir son train de vie d'apparence, réclamait officiellement une pension alimentaire compensatoire à Louise, ainsi que le gel de ses commissions professionnelles.
Pour justifier cette infamie, son ex-mari avait produit des relevés bancaires falsifiés, prétendant que Louise avait vidé leurs économies communes avant de déserter le domicile conjugal, le laissant dans une situation de précarité financière absolue. C'était un tissu de mensonges grossiers, mais légalement contraignant. S'il gagnait ce procès, il s'accaparait le fruit du travail acharné de Louise, la condamnant à payer pour sa propre trahison. Thomas voulait la saigner à blanc, briser son élan et lui faire payer l'humiliation publique du mariage. Une femme passive se serait effondrée en larmes sur son lit, terrassée par l'injustice du système et la peur d'un procès long et coûteux. Louise, elle, ne versa pas une seule larme. Une colère froide, méthodique, s'empara d'elle. Elle prit le dossier sous le bras et se rendit dès le lundi matin à l'agence. En découvrant le document, le regard gris d'Antoine s'assombrit, se transformant en 2 blocs de glace. « Il essaie de vous détruire par la procédure », dit Antoine, la voix sourde d'une rage contenue. « Mon avocat personnel est l'un des meilleurs de Paris. Je vous le mets à disposition. »« Non, Antoine », répondit Louise d'une voix d'une stabilité absolue, ancrant son regard dans le sien. « Je vous remercie, mais c'est mon combat. Je vais utiliser les outils de l'agence pour fouiller sa vie. Thomas est un homme arrogant, et les hommes arrogants commettent toujours des erreurs. » Pendant les 3 jours qui suivirent, Louise se transforma en détective financière. Utilisant ses accès professionnels aux bases de données immobilières, au registre des sociétés et au réseau de courtiers de luxe, elle commença à éplucher le passé fiscal de Thomas. Elle passa des nuits entières, seule sous la lueur blafarde de son écran, croisant des numéros de sirettes, des transactions de revente et des comptes de filiales. C'est au milieu de la 3e nuit que le piège se referma. En analysant une SCI mystérieuse créée par Thomas 2 ans auparavant, Louise découvrit une anomalie majeure. Son ex-mari avait ouvert un compte offshore dissimulé dans un paradis fiscal, sur lequel il transférait de l'argent en provenance directe de sa propre entreprise. Ce n'était pas seulement de la dissimulation de biens face au divorce, c'était un détournement de fonds massifs et de l'abus de biens sociaux à l'encontre de ses propres actionnaires. Thomas n'était pas ruiné. Il était riche, corrompu et coupable de fraude fiscale majeure. Louise imprima chaque preuve, chaque virement, chaque document officiel d'une main de fer. Elle tenait son arme. Le jeudi après-midi, la confrontation eut lieu dans le cabinet feutré de l'avocat de Thomas, dans le 8e arrondissement. Thomas était assis là, arrogant, un sourire méprisant aux lèvres, convaincu de sa victoire imminente face à une femme qu'il pensait sans ressources. Louise entra seule, vêtue d'un tailleur noir impeccable, un dossier rigide à la main. Elle s'assit en face de lui, d'un calme de marbre. « Alors, Louise » lança Thomas d'un ton mielleux. « Tu es venue négocier? Tu te rends compte que tu n'as aucune chance ?» Louise ne répondit pas à sa provocation. Elle ouvrit lentement son dossier et fit glisser les feuilles d'audit une à une sur la table en acajou, directement sous les yeux de l'avocat de Thomas. « Je ne suis pas venue négocier, Thomas, » dit-elle, sa voix résonnant comme un couperet dans le silence du cabinet. « Voici les relevés complets de la SCI Horizon. Voici les numéros de ton compte offshore et les preuves des virements frauduleux que tu as effectués ces 2 dernières années. Ce dossier complet est déjà prêt à être envoyé au procureur de la République et au conseil d'administration de ton entreprise. » Le sourire de Thomas s'effaça instantanément. Son visage vira au blanc, puis au gris cendre, une sueur froide perlant immédiatement sur son front. L'avocat de Thomas se pencha sur les documents, son expression se décomposant au fil des pages. « Si tu ne signes pas immédiatement un acte de renonciation totale à toute pension, et si tu ne valides pas un divorce à l'amiable sans réclamer un seul centime de mes commissions, ce dossier est déposé demain matin à la 1re heure. » Continua Louise, le regard planté dans ses yeux avec une puissance souveraine. « Tu as le choix, Thomas. Signer ma liberté maintenant, ou passer les 5 prochaines années de ta vie dans une cellule de prison. » L'avocat de Thomas posa les papiers, regarda son client et secoua la tête avec gravité. « Signez, monsieur, tout de suite. » Les mains tremblantes, dépouillé de toute son assurance factice, Thomas saisit le stylo. Sa signature s'apposa au bas du document de renonciation dans un silence de mort. Il venait d'être anéanti sur son propre terrain par la femme qu'il avait cru pouvoir piéger. Louise récupéra calmement le document officiel, le rangea dans son sac et se leva. Elle regarda Thomas une dernière fois, non pas avec haine, mais avec un détachement royal. Elle avait gagné sa liberté par l'intelligence et la force. Plus rien ni personne ne pourrait jamais la faire ramper.
3 mois passèrent comme un souffle de victoire. L'automne s'était installé sur Paris, parant les grands boulevards d'une lumière dorée et de feuilles rousses qui tourbillonnaient sous le vent. Pour Louise, ces 90 jours furent ceux de la consécration. Grâce à la vente historique de la villa Montmorency et à 2 autres transactions d'envergure qu'elle avait bouclées d'une main de maître, ses résultats financiers avaient pulvérisé tous les records de l'agence Vanneau. Le couperet du contrat d'essai était tombé, mais au lieu d'une simple titularisation, Antoine avait convoqué Louise dans son bureau panoramique pour lui annoncer sa nomination officielle en tant que directrice adjointe de la firme. Elle avait signé son nouveau contrat d'une main ferme, son salaire assorti de commissions lui permettant de quitter définitivement son minuscule studio de la périphérie. Elle avait loué un magnifique appartement sous les toits du quartier des Marais, meublé selon ses propres goûts, payé intégralement avec son propre argent, le fruit de sa sueur et de son esprit stratégique. Sa reconstruction matérielle et psychologique était totale. Elle était devenue une femme puissante, respectée, dont le nom circulait désormais avec admiration dans le milieu très fermé de l'immobilier de luxe parisien. Un soir de novembre, alors que la nuit était tombée sur l'agence désertée, Antoine entra dans le bureau de Louise. Il portait son éternel costume sombre, mais son regard gris d'acier semblait plus doux, chargé d'une émotion contenue. Il posa un dossier confidentiel sur sa table. « Félicitations pour votre promotion, Louise », commença-t-il, sa voix grave brisant le silence feutré de la pièce. Mais je ne suis pas venu uniquement pour parler de chiffres. L'agence se développe. J'ouvre une nouvelle succursale internationale à Genève le mois prochain, et je vais devoir m'y installer pour superviser le lancement pendant au moins 1 an. Je vous confie la direction totale de l'agence de Paris pendant mon absence. Louise leva les yeux vers lui, le cœur battant à un rythme nouveau. C'est un immense honneur, Antoine. Je saurai me montrer digne de cette confiance. Je le sais, répondit-il en s'approchant lentement d'elle, contournant le bureau. Il s'arrêta à quelques centimètres, brisant la distance professionnelle qui les séparait depuis leur fameux dîner de juillet. Mais je ne veux pas partir sans vous dire ce que j'ai sur le cœur. J'ai respecté votre choix, Louise. Je vous ai regardé rebâtir votre vie, conquérir votre indépendance pas à pas, sans jamais tenter de m'immiscer ou de vous imposer quoi que ce soit. Je n'ai jamais cherché à être votre sauveur. Mais aujourd'hui, vous êtes debout. Vous êtes forte, entière et totalement libre. Et moi, je vous aime. Je ne vous demande pas de renoncer à votre liberté, je vous demande de la partager avec moi. Je veux que nous soyons partenaires à la tête de cette entreprise, mais aussi dans la vie, sans condition. Juste 2 égaux qui s'aiment. Louise fixa Antoine, ses paroles résonnant comme la plus belle des musiques au fond de son âme. Elle regarda cet homme brillant, mûr, qui l'avait respecté, attendu, et qui lui offrait aujourd'hui un amour sain, dépouillée de toute la manipulation psychologique qu'elle avait subie dans le passé. Elle fit le bilan du chemin parcouru depuis cette nuit tragique au domaine de la Corniche. Elle n'était plus la femme trahie, brisée par un murmure lâche dans un jardin. Elle était une reine sur son propre trône. Elle réalisa alors qu'accepter l'amour d'Antoine n'était pas une faiblesse, ni une reddition. Ce n'était pas chercher un refuge par peur de la solitude. C'était un choix conscient, un choix de force fait par une femme qui savait exactement ce qu'elle valait et qui décidait d'offrir son cœur à un homme digne de le recevoir. Elle esquissa un sourire radieux, ce sourire authentique qu'elle avait perdu pendant si longtemps. Elle fit un pas en avant, réduisant l'espace entre leurs corps, et posa ses mains sur les épaules larges d'Antoine. « J'ai pris le temps de me retrouver, Antoine », murmura-t-elle, les yeux ancrés dans les siens avec une assurance souveraine. « Et aujourd'hui, je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me compléter, mais j'ai envie de marcher à tes côtés. Ma réponse est oui. » Antoine la prit par la taille et l'embrassa avec une passion contenue, scellant leur union sous les lumières tamisées de l'agence qui dominait la scène. Ce baiser n'avait plus le goût du désespoir ou de la fuite en avant. C'était le début d'une histoire vraie, réaliste, construite sur les ruines du passé et tournée vers un avenir lumineux que Louise avait elle-même conquis. Le palais Brongniart baignait dans une lumière d'or liquide. Le grand gala annuel de l'immobilier de luxe battait son plein, réunissant le tout Paris de la finance, de l'architecture et de l'élégance. L'air était saturé du parfum des lys blancs, de rires feutrés et du tintement cristallin des coupes de champagne. Au centre de cette constellation de privilèges, Louise irradiait. Elle portait une robe en soie fluide blanche, d'une coupe asymétrique magistrale qui soulignait la droiture de sa posture.
Ses cheveux noirs étaient relevés en un chignon sophistiqué, laissant apparaître le port altier de sa tête. Elle n'avait plus besoin d'artifice pour être vue. Sa simple présence commandait le respect. 6 mois s'étaient écoulés depuis sa nomination. 6 mois durant lesquels elle avait dirigé l'agence Vano d'une main de fer dans un gant de velours, hissant la firme au sommet du marché européen. À ses côtés, Antoine la regardait avec une fierté indicible. Il s'était absenté à Genève, mais ce soir, il était revenu uniquement pour elle, pour célébrer son triomphe. Leurs mains se frôlèrent, une caresse discrète, ancrée dans une complicité adulte et saine. Ils s'aimaient sans s'étouffer, 2 forces égales marchant dans la même direction. Les directeurs, les investisseurs, les critiques qu'il avait autrefois regardés avec pitié après le scandale du mariage, l'entouraient désormais, mendiant un sourire, une poignée de main. Au milieu d'une conversation avec un grand architecte, Louise tourna légèrement la tête pour déposer sa coupe vide sur le plateau d'un serveur qui passait. Le cristal frôla l'argent dans un tintement familier. Un frisson imperceptible parcourut l'échine de Louise. Elle leva les yeux sur l'homme qui tenait le plateau. Le monde ralentit son cours. C'était Thomas. L'homme triomphant du domaine de la Corniche n'était plus qu'une ombre usée. Après les révélations de Louise sur ses comptes offshore et ses fraudes massives, son entreprise l'avait licencié pour faute lourde, son nom avait été banni des cercles de la haute société, et les poursuites judiciaires l'avaient dépouillé de ses derniers deniers. Pour survivre, pour payer ses dettes, il en était réduit à porter la veste noire des extras de la restauration. Son costume de serveur était trop grand pour ses épaules voûtées. Son visage était marqué par des cernes profonds. Sa mâchoire jadis fière était crispée par l'amertume. Thomas la fixa. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc de la reconnaissance. Il regarda sa robe blanche, ses bijoux discrets, son aura de reine. Puis, ses yeux descendirent vers la main d'Antoine posée amoureusement dans le bas de son dos. Une honte monumentale, écrasante, défigura les traits de son ex-mari. Ses mains se mirent à trembler si violemment que les flûtes de champagne sur son plateau s'entrechoquèrent dans un bruit de clochettes fragiles. Une femme ordinaire aurait savouré cette vengeance. Elle aurait souri avec méchanceté ou murmuré une pique bien placée pour achever l'homme qui avait tenté de la détruire à genoux. Louise, elle, ne ressentit rien. Ni joie malveillante, ni colère résiduelle, ni pitié. Juste un vide intersidéral. Une indifférence absolue, royale, plus tranchante que la plus acérée des lames. Thomas n'existait plus. Il était un fantôme du passé, une particule de poussière balayée par le vent du renouveau. Elle soutint son regard pendant 2 secondes, 2 secondes de néant, avant de détourner les yeux avec une déconnexion totale, comme si elle venait de couler un meuble invisible. Thomas baissa la tête, brisé, et s'éloigna à pas feutrés vers les cuisines, emportant avec lui ses regrets éternels. « Tout va bien, ma directrice ?» murmura la voix grave d'Antoine à son oreille, son regard gris empli d'une sollicitude protectrice. Louise se tourna vers lui, et son sourire fut d'une luminosité éblouissante. « Mieux que jamais, Antoine. » Les lumières de la grande salle faiblirent. La voix du présentateur résonna dans les haut-parleurs, captivant l'attention des centaines d'invités. « Et maintenant, pour recevoir le prix d'excellence de l'année, veuillez accueillir la directrice générale de Vano Paris, Louise. » Un tonnerre d'applaudissements explosa, ébranlant les verrières du palais. Les projecteurs balayèrent la foule pour venir se poser directement sur elle, l'enveloppant d'une aura de lumière pure. Louise prit la main d'Antoine, serra sa poigne sûre, puis s'avança seule vers la scène. Ses talons claquaient sur le marbre précieux. Clic, clic, clic. Chaque pas était un hymne à sa résilience, à sa persévérance, à sa liberté regagnée. En montant les marches sous les ovations de l'élite, elle repensa une dernière fois à cette nuit de juin où sa vie avait volé en éclats. Elle réalisa avec une certitude absolue que le plus beau jour de son existence n'avait pas été celui de ses noces, mais celui où elle avait choisi de se taire, de tout planifier et de se choisir elle-même. Elle était Louise. Elle était entière. Elle était invincible. Certaines histoires nous touchent parce qu'elles réveillent ce que nous portons en silence. Les blessures cachées, les trahisons et le courage immense qu'il nous faut pour nous relever. Peut-être que Louise vous a rappelé votre propre combat. Peut-être que sa renaissance vous a prouvé qu'on peut tout perdre sous la pluie et pourtant tout reconstruire, plus grand et plus fort. Si son histoire a résonné en vous, partagez votre ressenti en commentaire.
Les récits qui nous redonnent notre pouvoir méritent d'être partagés. N'oubliez jamais, vous êtes le seul maître de votre destin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.